Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. La Turquie menace, mais le Sénat français s'apprête à voter la proposition de loi sur la négation du génocide arménien. Beaucoup de passion autour de ce débat. Alors le Parlement est-il vraiment dans son rôle en votant cette loi? Débat à suivre entre Valérie Boyer, elle est à l'origine de cette proposition, et le président de la commission des lois du Sénat, Jean-Pierre Sueur. Et puis, qu'en pensent les communautés turques et arménienne en France? Vous verrez qu'il y avait une sacrée ambiance aujourd'hui devant les grilles du Palais du Luxembourg. C'est un virage bien négocié par un discours aux accents mitterrandiens, ancré à gauche, ciblé contre la finance et saupoudré de touches personnelles. François Hollande a fait entrer la campagne présidentielle dans une phase nouvelle. Et dans le camp d'en face, les arguments de l'UMP sur le candidat socialiste supposé dépassé et prisonnier du passé sont-ils encore percutants? Analyse notre chroniqueur et éditorialiste aux Échos, Guillaume Tabar, tout à l'heure. Et puis rien n'y fait, Téhéran persiste et signe, l'Iran n'abandonnera pas son programme nucléaire malgré l'embargo pétrolier décidé aujourd'hui par l'Union européenne. Le bras de fer redouble ainsi d'intensité. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. De très longs débats et beaucoup de passion autour de ce sujet forcément délicat. Finalement, le Sénat devrait voter sans surprise la proposition de loi pénalisant la négation du génocide arménien, au risque d'aggraver la crise entre Paris et Ankara. Tous les détails avec Margot Aubrio. Un hémicycle désert sur les bancs, une quarantaine de ministres seulement. Ils ne sont pas nombreux à être venus aujourd'hui voter ce texte controversé, un texte défendu par le gouvernement. Notre société se doit de lutter contre le poison négationniste. Et c'est ce que propose ce texte destiné à remplir un vide juridique, Monsieur le Président. Ce n'est que ça dont il s'agit, et uniquement de ça, remplir un vide juridique. Son objectif officiel: réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi. Son objectif réel: une opération électoraliste pré-présidentielle. La proposition divise à droite comme à gauche. L'UMP et le PS soutiennent le texte. Voter pour ou s'abstenir, c'est un peu leur consigne. La semaine dernière, la commission des lois, elle, avait tranché. Elle rejette le texte. Je dirais avec Robert Badinter que le Parlement n'est pas un tribunal, et avec Pierre Nora qu'il ne revient pas aux législateurs de faire l'histoire. Comment pouvez-vous demander aux historiens de prendre la responsabilité de faire les choix des responsables politiques? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les responsables politiques ont peur de faire leurs choix eux-mêmes et disent, merci Monsieur le Président, et disent, c'est pas à nous, c'est aux historiens de le faire? Les défenseurs du texte comptent sur l'abstention des opposants pour faire passer la proposition de loi, une proposition de loi déjà votée par l'Assemblée nationale. Côte à côte, mais bien séparés par un imposant cordon de CRS, Turcs et Arméniens ont manifesté cet après-midi devant le Sénat. Les premiers pour dire leur opposition au texte, les seconds pour le soutenir. Pas de slogan agressif, mais bien sûr, vous allez le voir, des avis bien tranchés dans les cortèges. Alexandra Colino. À droite, la délégation arménienne. À gauche, la délégation turque. Entre les deux, quelques fauteuils pour les séparer et pas un regard. Depuis la tribune présidentielle, chacun écoute les débats. L'ambassadeur turc est particulièrement attentif. Lorsque l'Assemblée a voté la loi le 22 décembre dernier, il avait été rappelé en Turquie pour quelques semaines. Si la loi passe cet après-midi, la riposte d'Ankara sera immédiate. Parce que la Turquie ne pourrait jamais accepter ça. Donc il faut que l'opinion publique française sache ça. Point à la ligne. Jamais. Et bon, si ça passe malheureusement, on va continuer à le défier. Alors là, on ne peut pas vivre ça. Bon, les relations entre la Turquie et la France ne résisteront pas à ça. Deux camps dans l'hémicycle, deux camps aussi dans la rue. Des drapeaux turcs et des cartes d'électeurs en guise de banderoles d'un côté, des drapeaux français et des photos du génocide arménien de l'autre. Entre les deux, un no man's land et quelques CRS. Pour les défenseurs turcs, la loi est électoraliste, alors ils sont venus rappeler aux politiques que leur voix aussi compteront pour les élections présidentielles. Nous, franco-turcs, on est aussi là pour, en tant que citoyens français et électeurs pour les élections présidentielles. Des citoyens français aussi dans le camp arménien, venus, eux, soutenir une loi qu'ils jugent protectrice pour leur histoire.
Le rôle du Parlement, c'est de protéger les citoyens lorsqu'on leur dit « votre histoire n'a pas eu lieu, vous êtes des menteurs et on est libre de vous insulter ». En Turquie et en Arménie, les peuples suivent les débats à la télévision. Des dizaines d'envoyés spéciaux des deux camps sont venus couvrir l'événement. Et notre invitée sur ce sujet, ce débat, Valérie Boyer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes députée UMP, vous êtes à l'origine de cette proposition de loi pénalisant notamment la négation du génocide arménien. Je vais préciser à nos téléspectateurs que nous attendons également Jean-Pierre Sueur, qui est président socialiste de la commission des lois du Sénat. Il devrait arriver, mais vous le savez, c'est en ce moment que le texte est examiné dans l'hémicycle, donc nous attendons d'un moment à l'autre justement le vote qui devrait se faire de ce texte sans surprise. D'abord, Valérie Boyer, on se souvient lors du vote du texte à l'Assemblée nationale, vous avez fait l'objet de menaces graves. Est-ce que vous craignez à l'occasion de ce vote définitif de nouvelles menaces, de nouvelles attaques? Il y en a déjà eu? Oui, il y en a eu. C'est vrai que j'ai fait l'objet de menaces de mort, d'injures, d'insultes, le plus souvent bien évidemment à caractère sexiste. Mon site internet a été piraté et je suis sous protection policière. Mais bon, je veux dire, cela n'entame en rien le fait que ce texte, je l'espère, va être voté. Ça n'entame pas ma détermination et je pense que ça n'entame pas non plus la détermination des parlementaires parce que quelles que soient nos opinions sur ce texte, il n'est pas question de céder aux menaces ni à la diplomatie de la menace qui nous est imposée. On va parler de tout cela du fond. Juste sur ces menaces, vous avez porté plainte. Est-ce que vous avez plus d'éléments sur le ou les auteurs qui ont piraté votre site et promis d'attaquer d'ailleurs les sites de tous les parlementaires qui voteraient ce texte? Oui, ils l'ont déjà fait puisque d'autres parlementaires ont aussi eu leur site attaqué. Écoutez, l'enquête policière suit son cours et on verra bien ce que les choses donneront. Mais bon, ça c'est une chose. Ce qui compte, c'est vraiment que l'on tienne les promesses que nous avons tenues en campagne. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, quand il était candidat, avait promis cette reconnaissance. Ça a été aussi un engagement du président de la République. Il en va de même pour l'ensemble des partis politiques français qui se sont exprimés sur le sujet, même si à l'intérieur de nos partis, eh bien, des voix différentes peuvent s'exprimer. Néanmoins, ce texte, je l'espère, va être voté tout à l'heure. J'attends avec impatience les résultats. Il y a quelques instants, on le vivra en direct ensemble, justement, bon, puisque à droite comme à gauche, il y a quand même une certaine... À droite, il y a quand même Alain Juppé, Bruno Le Maire. À gauche, il y a notre invité qui devrait arriver, Jean-Pierre Sueur, qui parle finalement d'un Parlement qui ressemble à un tribunal. Non, moi je suis pas du tout d'accord sur cette analyse. C'est pas parce que des partis de droite et de gauche ont décidé d'appuyer ce texte et de faire voter ce texte, en tout cas ils se sont prononcés en faveur de ce texte, que d'autres ne peuvent pas s'exprimer à l'intérieur des partis. Nous sommes dans un pays démocratique et chaque parlementaire s'exprime comme il le souhaite, d'autant que le gouvernement au banc a dit sagesse. Mais bon, c'est absolument pas un tribunal. Chacun est dans son rôle. Les historiens font l'histoire, ils qualifient les faits. Les parlementaires légifèrent, oui. Les parlementaires non seulement légifèrent, mais une fois que ces faits sont qualifiés, une fois que ces faits sont incontestables, et s'ils le décident, la Constitution nous donne le droit et la possibilité de nous emparer de sujets. Et ces sujets, nous avons le devoir, si nous le souhaitons, et nous avons mandat aussi de les transformer en normes. Une fois que cette norme est établie par le vote de la loi, eh bien, les juges peuvent juger. Mais nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, en France, il y a plusieurs génocides qui sont reconnus. Il y a la Shoah qui a été reconnue par la loi Guesso, mais elle portait un dispositif de pénalisation du négationnisme. Mais Valérie, en 2001, est-ce que vous pensez vraiment que cette loi, honnêtement, est-ce que vous pensez qu'elle va servir? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a beaucoup d'Arméniens qui se plaignent aujourd'hui de cette négation? Est-ce qu'ils le vivent concrètement en France? Est-ce qu'il y a un racisme anti-arménien? Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez interrogé les personnes qui ont manifesté, qui brandissaient des drapeaux français tout à l'heure devant les deux camps? Tout à fait, tout à l'heure devant le Sénat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons, je reviens justement sur ce que je disais tout à l'heure, nous avons une loi qui pénalise les négationnistes de la Shoah. En 2001, il y a eu le débat mémoriel qui a décidé que le Parlement français reconnaissait l'existence du génocide arménien.
Vous le savez, en droit français, il ne suffit pas de déclarer. Et aujourd'hui, nous sommes dans un processus d'harmonisation pénale, c'est-à-dire qu'après la déclaration, il est nécessaire de prendre des mesures qui font grief. Autrement dit, on ne peut pas dire dans notre droit français il est interdit de brûler un feu rouge et ne pas dire quelles sont les sanctions qu'on encourt quand on brûle un feu rouge. Sinon, cette disposition n'a pas de sens. Ouais. Et est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, les personnes qui nient l'existence de la Shoah puissent être sanctionnées, mais celles qui nient celle du génocide arménien ne le puissent pas? Est-ce que vous pensez aussi qu'il serait possible aujourd'hui d'enseigner dans nos classes et dans certains quartiers la Shoah s'il n'y avait pas la loi Guesso? Est-ce que vous pensez qu'il est facile de parler du génocide arménien aujourd'hui dans les écoles? Avec beaucoup de conviction. Oui, cette proposition de loi, est-ce que vous pourrez le faire pour d'autres génocides? Est-ce que vous pensez à d'autres massacres? Écoutez, pour l'instant, pourquoi pas dans ce cas-là? À partir du moment où c'est une décision qui est prise par les parlementaires français et que c'est justifié. Je dis au hasard, les Indiens d'Amérique. Non, mais les Indiens d'Amérique n'ont pas fait de revendication en France. Et puis je rappelle quand même qu'en droit international, la définition du génocide est très précise. Hein. Donc on n'est pas là dans la qualification de faits historiques pour se faire plaisir, etc. Nous sommes là, excusez-moi, nous sommes là dans un processus qui est suivi par d'autres pays. Il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi la Russie, l'Italie, l'Allemagne, qui pourtant a une forte communauté turque, la Suède, l'Uruguay, le Canada et d'autres pays, j'en oublie, ont reconnu l'existence du génocide arménien. La Suisse, est-ce que pour autant ils ont rompu leurs relations diplomatiques? Valérie Boyer, sortons des frontières. Tout cela arrive dans un contexte, on ne peut pas l'ignorer, géopolitique qui est bouleversé, étendu dans la région. La Syrie, vous le savez, n'en fait qu'à sa tête et le pouvoir massacre son peuple, quoi qu'en dise l'Occident. L'Iran fait un pied de nez ce soir à l'embargo pétrolier et prévient que son programme nucléaire ira à son terme. Il ne restait plus que la Turquie, solide, alliée, terminée. Écoutez, moi je voudrais quand même préciser que ce texte ne vise pas la Turquie. Ah oui, mais alors qu'on soit... Non, mais ils se sentent visés, mais ce texte ne vise pas. Juste pour les téléspectateurs, on est ici sur une chaîne parlementaire, donc on sait très bien ce que l'on a voté. Je rappelle qu'à l'Assemblée nationale, nous avons voté un texte qui ne vise aucun pays. Il n'y a pas le mot turc dans ce texte, ni le mot arménien dans ce texte, ni le mot Turquie, ni le mot Arménie. On n'est pas. Non, mais il ne s'agit pas d'être naïf. Le processus que nous avons, pourquoi ce texte a-t-il été adopté? Pourquoi ce texte a-t-il été adopté maintenant? L'Europe, par une décision cadre, nous enjoint de transposer cette décision cadre dans le droit français, comme dans le droit d'ailleurs de tous les États de l'Union. Or, suite à l'échec de la loi de 2006 qui a été présentée au Sénat au printemps 2011, après cette fin de non-recevoir, j'ai réfléchi avec d'autres à la possibilité d'aller plus loin. Et c'est vrai que je me suis inspirée de cette décision cadre, mais à l'Assemblée nationale, nous avons voté un texte qui qualifie l'ensemble des génocides reconnus par la loi française. Et il est fait pour protéger nos concitoyens français sur des actes qui se passent en France. Pas du doigt la Turquie, pourtant non, se sent on visée. ne cite même pas la Turquie. On ne cite même pas la Turquie. La preuve, ce soir, le Premier ministre Erdogan est donc à son QG, à son siège, pour réunir avec un conseil de crise pour décider de la riposte. On va voir ce que pourraient être les représailles, s'il y en a. Apparemment, c'est ce qu'ils promettent. Les représailles vis-à-vis de Paris. On regarde ça, c'est un sujet de Nathalie Guilloire. Deuxième investisseur, troisième destination pour les exportations françaises, la Turquie est un enjeu de taille donc pour le gouvernement français. Les investissements de la France s'élèvent à 15 milliards d'euros, les échanges franco-turcs sont de l'ordre de 12 milliards d'euros. Pour Inan Gourbus, le vice-président de la Chambre de commerce franco-turque, il y aura des conséquences, mais surtout pour le marché public. Les entreprises françaises en Turquie sur les appels d'offres publics auront des répercussions. Qu'on le veuille ou non, elles seront mises à l'écart sur les prochains appels d'offres. Après, dans le secteur privé, dans le monde des PME françaises et turques, il n'y aura pas de répercussions sur leur courant d'affaires avec la Turquie. Les entreprises privées comme L'Oréal, Danone, Carrefour ou bien Renault, par exemple, ne seront pas touchées économiquement, car elles produisent localement. Les pénalisés reviendraient donc à sanctionner la population turque. On a environ 400 entreprises françaises à l'heure actuelle en Turquie qui emploient entre 80 et 100 000 salariés. La Turquie, qui est une économie qui a besoin d'investissements étrangers à l'heure actuelle, peut difficilement se permettre de claquer la porte définitivement au nez des entreprises françaises. La situation n'en reste pas moins tendue. Face aux menaces de représailles d'Ankara ce matin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères appelle aujourd'hui à l'apaisement.
Valérie Boyer, est-ce que vous vous attendez à une rupture? Non, écoutez, soyons raisonnables. D'abord parce que, je le rappelle, à aucun moment, nous n'avons eu des messages agressifs ou injurieux vis-à-vis de la Turquie. Bien au contraire, à l'Assemblée nationale, et comme au Sénat aujourd'hui d'ailleurs, nous avons multiplié les messages de partenariat et de considération vis-à-vis de ce pays. À aucun moment, nous n'avons visé la Turquie dans ce texte de loi. Je tiens à le rappeler. Non, ce ne sont pas des précautions, c'est la réalité. On ne demande pas non plus à un autre pays de changer son droit. L'ingérence, c'est la Turquie qui l'a fait vis-à-vis de la France et pas l'inverse. Bon, moi, je ne souhaite pas que les relations diplomatiques soient rompues, mais l'objectif, et je reviens quand même à l'objectif de ce texte, c'est vraiment de s'adresser à nos ressortissants français, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, des Français d'origine arménienne, comme il y a des Bretons, des Auvergnats, des Basques, que ces personnes ne se sentaient pas protégées par les textes que nous avions votés, et qu'il était nécessaire de le faire. Pour celle-ci, et puis pour toutes les victimes des génocides, peut-être, d'autres textes que nous pourrons peut-être voter au Parlement. Dans quelques instants, Valérie Boyer. Dernière question, vous ne le contestez pas au plus, c'est aussi une opération électorale à 3 mois du scrutin présidentiel, vous ne le niez pas? Non, mais c'est une opération électorale pour l'ensemble des partis. C'est pas une simple opération électorale. Merci de penser pour tout le monde. C'est pour tous les partis. C'était une promesse électorale. Tous les partis soutiennent ce texte, rappelons-le. Le candidat Hollande a soutenu ce texte. Moi, je ne nie pas parce que c'est la réalité. C'était une promesse de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a du cœur, il a de la suite dans les idées, il tient ses promesses. Et quand maintenant qu'il est président de la République, il ne renie pas ses promesses de candidat dans ce domaine comme dans bien d'autres. Donc on est là dans une logique. Et puis quelle loi n'est pas électorale? Regardez, moi, j'interviens beaucoup sur les questions de santé pour mon parti à l'Assemblée nationale. Quand on travaille auprès des médecins et des pharmaciens, quand Bruno Le Maire, qui n'est pas d'accord avec ce texte, va rencontrer les agriculteurs, est-ce qu'il ne fait pas une loi électorale? C'est normal pour des élus de s'occuper de nos concitoyens. Il y avait cette demande, eh bien, on tient nos promesses. Merci Valérie Boyer d'avoir été avec nous sur le plateau en attendant donc ce vote probablement sans surprise du Sénat. Merci à vous. J'espère. Et cette question, d'ailleurs, ce sujet sur la négation de génocide arménien sera aussi, notez-le, abordé ce soir au cours de l'émission L'heure du choix, présentée par Gilles Leclerc, qui vous propose un débat opposant le ministre de l'Intérieur Claude Guéant et le président du groupe PS François Rebsamen. D'autres sujets seront également évoqués. C'est juste après ce journal. Et la suite du 22h à présent, et on évoque la contre-attaque de l'UMP. Après le discours de François Hollande hier au Bourget, un peu décontenancé au début, la majorité présidentielle a repris ses esprits pour critiquer le fond et la forme du meeting du candidat socialiste, l'UMP, qui souhaite diffuser, on l'apprend ce soir, un tract tiré à 6 millions d'exemplaires pour vanter le bilan de Nicolas Sarkozy. On en parle dans un instant avec notre chroniqueur Guillaume Tabar. Mais d'abord, les faits, c'est avec Jérôme Rabier. Pas sonné mais quelque peu désemparé. Dans sa riposte d'hier, difficile de trouver un angle d'attaque pour le parti majoritaire comme il le fait habituellement face à la gauche. Logement, finances, société, le nombre de propositions avancées a surpris et sert d'avertissement pour réveiller les troupes. Le parti doit répondre sous l'impulsion de Jean-François Copé et la période va permettre de réveiller les retardataires qui ne se seraient peut-être pas aperçus qu'effectivement l'adversaire qu'est le Parti socialiste, lui, est véritablement en campagne. Pour certains parlementaires, cette impression de désordre est due à l'absence du chef de l'État en déplacement en Guyane et qui pilote d'habitude directement la riposte. Mais pas question pour autant de se précipiter, d'autres échéances sont attendues. Monsieur Hollande nous a dit que jeudi, il allait faire des propositions précises, chiffrées et tout. On verra quelle est la réaction de l'opinion, comment l'opinion accepte. Et à ce moment-là, nous dirons ce que nous pensons de son chiffrage, de son financement, etc. Et à partir de là, il y aura une confrontation. Sans candidat encore déclaré, on reconnaît toutefois devoir davantage s'impliquer. Notre candidat, comme vous dites, c'est à lui de choisir le moment de le faire. Chacun a bien compris qu'en tout état de cause, nous sommes déjà dans la phase de mobilisation et qu'elle va naturellement connaître une vitesse supérieure dans les jours qui viennent. Samedi, le Conseil national entérinera le vote du projet UMP pour la présidentielle. Le combat des idées devrait alors enfin démarrer. Notre chroniqueur et éditorialiste aux Échos, Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir. Alors Guillaume, au lendemain du meeting de François Hollande, les poids lourds de l'UMP sont montés au front, oui, mais au lendemain, que leur est-il arrivé le soir même? C'est vrai qu'il y a eu un peu de retard à l'allumage. Pour une raison simple, c'est que finalement l'UMP était prise un peu à contre-pied par ce meeting. Souvenez-vous, dans toute la période qui a précédé ce meeting, en gros, les 3 mois entre le résultat de la primaire et puis ce congrès
ce meeting du 22 janvier, l'UMP ciblait la personnalité de François Hollande. Bien sûr, au coup par coup, elle critiquait les propositions, les mesures faites par François Hollande et par le PS, mais c'était avant tout l'idée de dire qu'il fallait que François Hollande n'était pas à la hauteur, n'avait pas de charisme, n'avait pas la crédibilité d'un président. Or, la surprise pour eux, en tout cas, de ce meeting, c'est que François Hollande a révélé une vraie nature, un vrai charisme, une vraie capacité d'entraînement, en tout cas d'entraînement des militants de gauche. Donc il y a eu un peu de surprise, tout ce retard à l'allumage. Et puis, on l'a vu aussi là dans votre partage, l'absence physique de Nicolas Sarkozy a pu aussi expliquer les choses, même si on sait qu'à l'UMP fonctionne une cellule riposte et qu'il n'y a pas besoin du président pour travailler les argumentaires. Mais quand le président est là, ça va mieux. Et d'ailleurs, dès son retour, on a appris qu'il n'était pas ravi de ce retard à l'allumage de l'UMP. C'est peut-être pour ça que Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, a sonné la mobilisation. S'il y a besoin de le faire, est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être un peu d'inquiétude, en tous les cas des doutes, chez certains de la majorité, Guillaume Tabar? Alors d'abord, il y avait le débat sur la candidature et la campagne de François Hollande. Donc on a vu ce contre-pied. Il y a maintenant la seconde étape qui va être la présentation du projet de François Hollande jeudi. Et là, cette fois-ci, l'UMP pourra, pied à pied, prendre chacune des mesures, les critiquer, car comme toute mesure, eh bien, la critique est possible. On va le voir notamment sur les mesures concernant le logement ou les mesures concernant l'approche européenne, qui est encore assez floue d'ailleurs, de François Hollande. Bon. Il y a un second débat qui est en train de naître, et là aussi on l'a entendu à l'UMP, c'est maintenant sur le moment d'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. Et là, il y a un paradoxe, parce qu'on a vu justement que François Hollande, lui aussi, avait laisser passer beaucoup de temps. Souvenez-vous, après la primaire, on disait mais il n'est pas encore vraiment en campagne, pourquoi attend-il? Bon, et François Hollande, lui, a décidé de respecter le calendrier qui s'était fixé, donc de ne pas hâter les choses et de s'en tenir à son discours de dimanche et à son émission et à son programme de jeudi. Voilà pour Hollande. Voilà, et bien symétriquement, Nicolas Sarkozy, lui aussi, a choisi un calendrier tardif. Bon, il développe des idées, il lance des thèmes dans le débat, mais il ne veut se déclarer que fin février, voire début mars. Et là, l'UMP pourrait dire, finalement, Hollande a eu raison de tenir son calendrier, il pourrait en tirer la leçon que Nicolas Sarkozy aussi a raison de s'en tenir à son calendrier et qu'il faut plutôt toujours faire confiance aux intuitions de celui qui sera effectivement candidat plutôt que de céder à une certaine forme de fébrilité, comme on le voit aujourd'hui. Et c'est cette fébrilité qui, précisément, entretient ce climat de doute au sein de l'UMP. Alors, après avoir critiqué François Hollande, le frileux, l'UMP brocarde François Hollande, l'homme du passé. Est-ce que ces attaques sont de nature à l'affaiblir, en tous les cas à l'atteindre? Cette critique-là, non. Parce que précisément, ce qu'a révélé le meeting de dimanche, c'est cette capacité que François Hollande avait aujourd'hui à faire rêver les militants de gauche, en tout cas leur donner la conviction que la victoire est à portée de main, est à portée de cette élection. Bon, je pense que l'angle d'attaque le plus efficace de l'UMP va porter sur le projet lui-même du PS. C'est vrai qu'il y a des questions très sérieuses qui se posent sur le financement de la réforme des retraites, sur le financement des embauches que François Hollande a maintenues dans l'éducation nationale, sur le coût des mesures pour le logement qu'il a esquissé, sur l'efficacité ou non du doublement, par exemple, du plafonnement du livret A. Là, c'est un vrai sujet. Et je pense que si on entre vraiment dans la confrontation projet contre projet, mesure contre mesure, cette fois-ci, le débat aura véritablement son sens. Et Guillaume, l'UMP sort l'artillerie lourde, puisqu'on apprend que c'est demain, un tract sera tiré à 6 millions d'exemplaires sur le bilan, Nicolas Sarkozy. Alors ça, c'était prévu, hein, c'est pas une réaction de dernière minute, c'était prévu. C'est vrai que Nicolas Sarkozy et les dirigeants de l'UMP trouvent que finalement, ce bilan est important, mais mal valorisé. C'est vrai qu'au fil des mois du quinquennat, il y a souvent des impressions négatives qui ont dominé, d'où un jugement global négatif sur le bilan de Nicolas Sarkozy. Mais quand on prend mesure par mesure, eh bien, Nicolas Sarkozy veut rappeler que la réforme des universités, c'est lui, que le service minimum, c'est lui, que toute une série de mesures comme ça ont été mises en œuvre qui sont irréversibles. Bon, et il pense qu'avant d'entrer en campagne, il faut d'abord cette phase de valorisation du bilan. C'est une carte qui est réelle. Et là aussi, l'UMP peut créer la surprise en obtenant que ce bilan soit réévalué positivement. La contre-attaque se met en place. Vous nous confirmez donc que pour Nicolas Sarkozy, la campagne durera finalement 6 semaines, pas plus. Voilà, Nicolas Sarkozy, depuis le début, est sur ce calendrier fin février, début mars. Il n'a visiblement pas l'intention d'en changer. Et là, une fois encore, après tout, c'est le candidat qui le sent. Et tous les présidents sortants se sont toujours déclarés tard. Il n'y avait pas de raison que Nicolas Sarkozy anticipe les choses. Et François Hollande a 10 meetings un petit peu du même calibre de celui du Bourget qui vont venir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Guillaume Tabar pour votre analyse. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou.
C'est une décision sans précédent. Bruxelles impose un embargo sur les produits pétroliers iraniens. Objectif, contraindre Téhéran à reprendre les négociations sur son programme nucléaire. Je voudrais vous dire que ceci fait partie d'une double approche que nous cherchons à mettre en place. En faisant pression avec des sanctions, nous souhaitons obtenir que l'Iran prenne au sérieux notre demande de pourparlers. L'Union européenne a également sanctionné la Banque centrale iranienne pour assécher le financement de son programme nucléaire. Des résolutions saluées ce soir par les États-Unis. Bani Walid serait de nouveau aux mains des pro-kadhafistes. Des partisans de l'ancien dirigeant libyen, lourdement armés, auraient repris le contrôle de la ville. Au total, 5 révolutionnaires auraient été tués et une trentaine blessés. Ces violences sont les plus graves depuis la libération de la Libye en octobre dernier. Des informations démenties ce soir par les autorités officielles libyennes. Les fraudeurs n'ont qu'à bien se tenir, c'est l'avertissement lancé par Valérie Pécresse ce matin. Le gouvernement va lancer une série de mesures pour sanctionner beaucoup plus lourdement les gros fraudeurs fiscaux et en particulier les récidivistes. Nous sanctionnerons la récidive. Nous mettrons des peines jusqu'à 500 000 € pour les récidivistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on resserre les taux sur les gros fraudeurs. La ministre a également confirmé des sanctions plus lourdes contre les évadés fiscaux. Les 2 millions de journées de RTT accumulées par les personnels hospitaliers, une épineuse question qui a enfin trouvé une solution. Un accord qui devrait coûter plus de 600 millions d'euros a été signé ce soir entre Xavier Bertrand et les syndicats. Pour les médecins, plusieurs possibilités. Se faire payer les RTT cumulés, les convertir en points de retraite ou les prendre en jours de congé. Je l'ai dit à toute mon équipe, ils le savent depuis le premier jour. C'est la première chose que j'aurais dit. Toute information importante sera traitée normalement comme elle aurait été ailleurs. Et tout ce qui doit faire la une, fera la une. Anne Sinclair fait son grand retour et pour l'occasion, elle a revêtu son costume de journaliste. Ce matin, l'ex-présentatrice vedette de TF1 a lancé la version française du Huffington Post, un site d'information très renommé outre-Atlantique. Elle en devient la directrice éditoriale. Voilà, on arrive à la fin de ce journal et on apprend à l'instant que le Sénat vient de voter la proposition de loi sur la négation du génocide arménien. Vous le voyez d'ailleurs en direct ce soir avec 127 voix pour et 86 voix contre. Beaucoup de passion tout au long de cet après-midi, tout au long de ce débat autour de cette question. Vous l'avez vu avec celle qui porte cette proposition de loi tout à l'heure sur notre plateau, Valérie Boyer. Je vous laisse écouter donc le délibéré, le vote. 127 contre 86. Le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi. Voilà, donc le Sénat vient d'adopter cette proposition de loi. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous être fidèles. Restez avec nous sur Public Sénat. Dans un instant, l'émission politique L'heure du choix sur le plateau de Gilles Leclerc ce soir. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, face au président du groupe socialiste, François Rebsamen. Et nous, on se retrouve demain, j'espère, avec plaisir. Belle soirée à vous. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Public Sénat, c'est notre émission événementielle à l'heure du choix. Plus que 3 mois en effet avant le premier tour de l'élection présidentielle. C'est notre face-à-face du mois de janvier, début 2012 donc. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi de traiter, c'est le thème de la sécurité avec 2 personnalités de premier plan. Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, et le président du groupe socialiste, soutien de François Hollande, François Rebsamen. Merci en tout cas
à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos partenaires, Powedia, Séance Publique et l'école du CELSA, dont plusieurs étudiants qui sont ici vous interrogeront également tout à l'heure pendant l'émission. Mais d'abord, c'est la tradition dans cette émission, quelques questions d'actualité. Le grand meeting, d'abord peut-être de François Hollande hier au Bourget. Je vais vous interroger, Claude Guéant, d'une façon un peu, je dirais, globale. Qu'est-ce que vous avez pu en penser? Peut-être que vous n'avez pas vu toutes les images, mais on en a beaucoup entendu parler aujourd'hui. Votre réaction? Ce discours était un discours qui, sur la forme, était de qualité et qui a su manifestement rassembler la famille socialiste. Sur le fond, ceci dit, ce que j'ai noté, c'est que ce discours s'adressait surtout à la gauche et beaucoup moins aux Français. Or, quelqu'un qui prétend devenir président de la République doit s'adresser aux Français. Je dois dire que je trouve insupportable que l'on dénie aux gens de droite le droit d'être républicain, le droit d'être attaché aux grands principes qui gouvernent notre pays. Par ailleurs, je crois que... Vous avez senti ça dans les propos de François Hollande ? J'ai senti ça très nettement. J'ai relu ce discours tout à l'heure, c'est ce que j'ai ressenti. Or, le président doit être celui de tous les Français. J'ai ressenti aussi une volonté d'ignorer superbement l'intensité de la crise, à la fois dans sa genèse et dans les enjeux qu'elle met aujourd'hui devant les Français et devant les responsables. Et puis, nous restons aussi sur notre faim pour beaucoup de points. Nous restons sur notre faim parce que nous ne savons pas encore comment, par exemple, François Hollande compte équilibrer les finances publiques s'il est élu président de la République. Il a annoncé beaucoup de dépenses, il a annoncé aussi sa volonté d'équilibrer les finances, conformément aux engagements de la France pris devant l'Union européenne. Mais comment fait-il ? Alors, François Rebsamen, plusieurs critiques, on vient de l'entendre. Je vous laisse répondre parce que vous étiez au Bourget. Oui, j'étais au Bourget et avant de répondre aux critiques, je voudrais parler du discours lui-même pour dire que ce discours était un discours fondateur. Celui qu'a posé et qu'a fait hier François Hollande. C'est le discours d'un homme d'État qui a dépeint sa vision de la France et des Français. Parce que pour vous, ça rassemblait plus que la gauche. Comme... Il a un enracinement corrézien. Il fait un peu penser à François Mitterrand. C'est un homme qui connaît la terre, qui connaît la France. Et il en a parlé d'une très belle façon. Il en a parlé en citant la République et l'attachement que nous avons les uns les autres, la gauche, puisqu'on parlait de la gauche, la droite, elle peut le dire aussi, c'est pas le problème. Mais lui, il en a parlé à sa manière. Il a parlé de la liberté, il a parlé beaucoup de l'égalité. C'est un thème pour nous très important. De la fraternité, de la laïcité, de la solidarité. Il a donné sa vision et il a axé son discours sur trois parties. Premièrement, le redressement nécessaire à notre pays. Ensuite, la justice, parce qu'il se veut le candidat de la justice. Et en la matière, excusez-moi de citer encore François Mitterrand, mais je sais que ça ne fait jamais plaisir aux hommes de droite quand je le cite, alors je le cite toujours avec plaisir. Quand les inégalités avancent, c'est la République qui recule, disait-il, et il a raison. Donc le candidat de la justice. Et puis, il a terminé avec cette espérance lucide qui fait qu'effectivement, nous connaissons la situation. François Hollande connaît très bien la situation budgétaire. Il faudra tenir des engagements, il faudra maîtriser les comptes publics. Et il a pris des engagements en la matière, ramener à l'équilibre. Et vous nous confirmez que jeudi